Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est parti pour le sommaire. Football, ce dimanche 3 juin, Guyancourt a remporté la finale de la Coupe des Yvelines contre Maurepas au terme d'un match à rebondissement. Le score 3-2. Le résumé de la rencontre est à suivre dans quelques instants. Tennis, cette année, les Yvelines sont bien représentés à Roland-Garros au niveau des joueurs, des ramasseurs de balles et au sein même de la Fédération française de tennis. Nous avons rencontré du côté de la Porte d'Auteuil Norbert Rampolla, ancien président de la Ligue des Yvelines et maintenant membre du Conseil supérieur du tennis. Multisport, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et l'île de loisirs ont été une nouvelle fois le théâtre du trophée des entreprises. Une course contre la montre destinée aux acteurs économiques et administratifs du territoire. Cette année, plus de 600 participants se sont affrontés. Reportage à suivre. On ouvre maintenant une large page résultats. On commence donc ce magazine par du football. On jouait ce week-end la finale senior de la Coupe des Yvelines. Sur le terrain de Maisons-Laffitte, Guyancourt a battu son voisin de Maurepas dans un derby à rebondissement. Score final 3-2. Le résumé du match, des images de Camille Lambert, un montage de Jules Greneville. Guyancourt est devenu roi des Yvelines. Pourtant, rien n'a été simple contre Maurepas ce dimanche 3 juin à Maisons-Laffitte. Les Guyancourtans ont été menés au score 1-0 dès les premières minutes de cette finale de la Coupe des Yvelines. Bon, on a été surpris un petit peu au début de match, mais bon, je connais un peu mon groupe, donc je savais qu'on allait très très bien réagir et que le match allait devenir intéressant au fil du temps. Donc aucune inquiétude quand on a pris le but. Il fallait juste qu'on retrouve un peu notre jeu et qu'on continue à jouer au ballon. Piqué au vif, Guyancourt réagit pour marquer 2 fois coup sur coup avant la mi-temps sur des exploits individuels. Comme au match retour en championnat, on se fait punir sur des contres avec des pertes de balles assez hautes. Ça part dans le dos, ça va vite chez eux, on connaît. Ils ont été hyper réalistes, 2 occasions de but en première mi-temps. Voilà, on rentre à la mi-temps, on est mené 2-1. Mais même, on n'a peut-être pas fait suffisamment en première mi-temps dans les duels, dans l'envie. En seconde période, les Guyancourtois continuent à dominer les débats, se créent plusieurs occasions et obtiennent un pénalty non converti par les joueurs. Finalement, les Gris prennent le large sur cette action. Sans solution jusque-là, les Maurepasiens accélèrent et réduisent le score. Les Verts toucheront même la barre dans les dernières minutes, mais le score n'évoluera plus 3-2. Victoire un peu logique et pas de surprise pour moi. Psychologiquement et physiquement, je pense qu'on est un peu mieux que Maurepas sur cette deuxième partie de saison. Donc pas surpris, disons qu'on a bien préparé notre match depuis un moment. Et puis les joueurs étaient super motivés, ils voulaient absolument la gagner. Les Guyancourtois terminent donc leur saison sur un titre et une 3e place dans le championnat de première division de district. Les objectifs du club sont atteints. Les joueurs peuvent maintenant savourer. On jouait également ce week-end sur les terrains de baseball. Les Cougars de Montigny, le Bretonneux, ont réalisé la bonne opération de cette 7e journée en venant à bout du PUC de Paris ce dimanche. Les Ignimontains l'ont emporté 17-1 dans la première rencontre et 6-1 dans la seconde partie. Au classement, les Cougars pointent à la 3e place avec 8 victoires en 12 rencontres disputées, avec 4 matchs de retard sur le second du classement Sénart. Prochain match dimanche prochain à partir de 11h à domicile contre le MUC Barracuda Baseball. Elles aussi ont réussi une super saison en handball féminin. Pour sa première année de création, les féminines de Villepreux ont réalisé un sans faute dans le championnat d'excellence départemental. Les joueuses ont emporté 18 victoires sur la saison en 18 matchs disputés. L'équipe termine également meilleure attaque et meilleure défense. Pour nous parler de ce carton plein, nous recevons sur ce plateau la présidente Cindy Rodriguez, l'entraîneur Jay Borilla, la capitaine Charlène Franck et la gardienne Fatou Koulibaly. Tout le monde est accompagné de Céline et Clémence Knech sur les ailes. Alors déjà, première question, est-ce que vous l'avez bien fêté ce titre, Cindy? On l'a plutôt bien fêté, effectivement, jusqu'à 5h du matin avec une bonne partie de l'équipe. Donc oui, très, très contente de cette saison. Jay, vous confirmez? Oui, je confirme, que ce soit handballistiquement et après humainement en dehors des terrains. C'est vrai qu'on a pris plaisir tous ensemble à évoluer ensemble sur cette saison. Charlène, comment vous l'expliquez ce 18 sur 18? Je pense que la motivation de toutes, on s'est aussi entraîné pour réussir à avoir ces résultats-là. On n'a rien lâché en fait. Rien lâché. Fatou, vous êtes du même avis que Charlène? Je suis du même avis, oui. On s'est bien battu jusqu'à la fin et on a tenu nos objectifs. Alors coach, comment on fait pour garder quand même une équipe sous pression quand on voit que le championnat finalement est gagné, on va dire, depuis longtemps? Comment on fait pour les garder sous pression? Je crois qu'il y a 12 points d'avance sur le second mollo à la fin de la saison. Je ne dirais pas que je les ai gardés sous pression. En début de saison, les objectifs étaient simples. C'était vraiment de partir sur comme c'était la création, de partir vraiment sur une saison de travail. Je ne leur avais pas imposé forcément des résultats.
Après, il s'est avéré que très vite, tôt dans le championnat, on s'est retrouvé en tête. Et plus le temps avançait et plus on restait, on voyait qu'on mettait les autres équipes loin derrière. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai décidé de les pousser à garder cette place-là et avoir la possibilité de rester invaincu. C'était du coup un deuxième voire troisième objectif pour les garder intéressés, motivés et pas relâcher Ça a marché. les efforts. Ça a marché. Fatou, le coach, n'était pas trop dur avec vous quand même cette saison? Non, ça va. En plus, c'était une reprise. J'avais arrêté le hand depuis des années. Ça va. Franchement, elle a été cool. Charlène, vous confirmez? Je confirme, moi aussi, ça faisait 4 ans que je n'avais pas fait de hand. Et franchement, tout s'est bien passé, il n'a pas été dur. Il nous a supportés aussi quand même, parce que des filles, c'est quand même compliqué à gérer. Donc, très bien. Cindy, si je comprends bien, il y a des filles qui ont intégré l'équipe qui ne jouaient plus au handball depuis quelques saisons. Est-ce que c'est difficile de les remettre en marche? Je crois pas en fait. Elles se sont très vite senties à l'aise. En même temps, ça faisait un petit moment pour tout le monde que cette équipe effectivement s'était arrêtée. Donc du coup, là, on repartait vraiment sur la création. En fait, on s'est pas posé de questions, quoi. Ça s'est fait naturellement. Et puis, malgré qu'on ait été affaiblis par des blessures tout au long de la saison, on s'est serré les coudes et puis voilà, il n'y a pas eu de questions à se poser, ça s'est fait assez naturellement. Alors c'est vous qui avez eu l'idée de créer cette section. Est-ce que finalement vous ne regrettez rien, je suppose? Ah non, je regrette pas, au contraire, je suis très fière. J'ai l'impression que je crée mon club hier, et au final, ça fait déjà presque 1 an que je suis venue et que voilà, on a fait un beau parcours. On est championne dès notre première année. On a des filles qui sont intéressées pour nous rejoindre. On a des filles qui sont venues dès cette saison. Donc non, je suis très très fière. Et puis c'est surtout grâce aux filles qui ont intégré l'équipe qui m'ont bien aidée. Jay, est-ce que vous avez construit une équipe pour gagner en construisant cette équipe l'été dernier? Pour gagner, oui et non. Après, je construis une équipe pour avoir des résultats, c'est sûr et certain, parce que moi je suis compétiteur et j'aime pas perdre. C'est vrai que l'objectif à plus ou moins long terme, c'est d'accéder au niveau régional. Donc oui, quelque part, j'essaie de les formater pour la victoire, mais on a fait une petite partie, un petit bout de chemin, et voilà, il reste encore quand même beaucoup de travail. L'année prochaine, on sera dans un championnat qui sera autrement plus fort, avec des équipes qui vont nous poser plus de difficultés. Donc il faudra que les filles soient plus assidues, plus exigeantes avec elles-mêmes. Et même moi, je vais aussi durcir au niveau forcément des entraînements, où je vais être peut-être plus exigeant et moins permissif sur certaines choses, que ce soit aux entraînements ou aux matchs. Charlène, vous continuez dans l'équipe l'année prochaine? Peut-être en fin de saison, je me suis fait les croisés à 4 matchs de la fin, donc opération et rééducation avant. Mais sinon, franchement, oui, largement, je suis dégoûtée. Fatou, Oui. vous y serez, vous? Oui. Cindy, est-ce qu'il faudra recruter au mercato? Forcément, le niveau va monter. Est-ce qu'il faut recruter de nouvelles joueuses? Ou étoffer encore plus le groupe? On a notre page Facebook, effectivement, où on a posté déjà un message pour recruter des joueuses. Sur la saison prochaine, effectivement, on a eu quand même 4 blessés sur la fin de la saison, ce qui réduit pas mal l'effectif, en plus de celles qui arrêtent pour X ou Y raison. Donc du coup, on a déjà posté un message, et tous nos entraînements de juin sont ouverts à celles qui veulent essayer ou celles qui veulent éventuellement nous rejoindre l'année prochaine. Sans aucun souci. Mais les critères pour rejoindre l'équipe? Les critères, ce sera des joueuses qui ne sont juste pas débutantes. Après, on n'a pas vraiment de préférence sur la base arrière, c'est où on a le moins d'effectifs. Mais voilà, la seule réelle exigence, c'est des joueuses non débutantes. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On continuera à suivre avec attention vos résultats la saison prochaine, et bon courage pour le mercato qui s'annonce agité, Cindy. Nous allons maintenant parler tennis, et plus particulièrement du tournoi de Roland-Garros qui se clôturera ce dimanche 10 juin à Paris par les finales hommes. Cette année, les Yvelines sont bien représentées au niveau des joueurs, des ramasseurs de balles, et au sein même de la Fédération française de tennis. Nous avons rencontré Norbert Rampolla à côté du cours Philippe Chatrier. Nous sommes porte d'Auteuil, à mes côtés Norbert Rampolla, qui a été pendant 28 ans le président de la Ligue des Yvelines et qui est maintenant à la Fédération française de tennis. Alors Norbert Rampolla, qu'est-ce que vous faites?
à la Fédération française? Ce que je fais, j'exerce les fonctions de président du Conseil supérieur du tennis, qui équivaut, si vous voulez, si on compare ça à une société, conseil de surveillance. Donc c'est à la fois l'évaluation, les propositions et voir le contrôle de la gestion de la Fédération française de tennis. Et du coup, vous êtes ici à Roland-Garros pendant la quinzaine. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je suis membre élu et je bénéficie effectivement des ouvertures de Roland-Garros. Et vous portez un petit peu la voix des Yvelines ici? Non, plus du tout. Les Yvelines, c'est plus une ligue, maintenant c'est un comité départemental. Et son président est là aujourd'hui. Donc je suis hors Ligue des Yvelines, mais je suis bien entendu de tout cœur avec les Yvelines. Alors j'imagine que vous continuez à suivre un petit peu l'actualité quand même du tennis yvelinois. Il y a 2 Français, 2 Yvelinois qui sont ici à Roland-Garros cette année. Oui, je peux vous donner les noms. Est-ce que vous les connaissez? Bien sûr, je les connais d'autant plus qu'ils ont été entraînés à la Ligue à 100% dans leur cursus. Ils ont participé, ils ont été champions de France UNSS. Ils sont en université aux États-Unis, les 2. Et sont venus ici avec des wildcards pour participer aux internationaux de France en double. Il s'agit de Florian Lacatte et de Arthur Ridderneck, tous 2. Donc je crois que je ne sais pas s'ils ne jouent pas aujourd'hui d'ailleurs. Ils jouent demain. Demain, voilà. Donc et j'irai les voir. Vous les supportez? Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir des Yvelinois ici à Roland-Garros? Ça n'était pas arrivé depuis Michael Yodra, qui était de plaisir. Il y a eu Michael Yodra, il y a eu également Hicham Arazi, qui a été formé aussi au pôle espoir de la Ligue des Yvelines en son temps. Il y a eu d'autres joueurs, bien entendu. De voir des Yvelinois tous les ans, c'est pas forcément courant. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il en faut plus? Il en faut toujours plus, c'est évident. Mais c'est très concurrentiel. Par ailleurs, je dirais que ne viennent à Roland-Garros, la Ligue à l'époque des Yvelines, comité départemental aujourd'hui, figure parmi en ce qui concerne les comités, au travers des 18 régions métropolitaines et d'outre-mer. Donc les places sont chères et il faut être vraiment de bon niveau pour être maintenant. Mais ça arrivera, je ne suis pas inquiet. Je pense que nous aurons des éléments de qualité, de valeur qui sauront porter les couleurs des Yvelines. 2 Yvelinois qui sont sur les cours. Il y a également plein d'Yvelinois dans les ramasseurs de balles. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les supportez également? Non, on ne les connaît pas parce que non pas que ce soit anonyme, mais ils sont tellement, je crois que ça doit regrouper plus de 4000 jeunes qui souhaiteraient être à Roland-Garros pour être ramasseurs de balles. Et puis il y a une petite sélection qui s'opère et que malheureusement, dans certains cas, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, toutes les régions sont en principe représentées. L'Île-de-France doit l'être, sûrement. Et puis voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est un plus également pour ces petits jeunes de côtoyer leurs stars, de pouvoir leur parler? C'est évident que ça leur laisse des souvenirs impérissables. Ils sont fiers, contents. Ils ont approché, comme vous l'avez dit, des joueurs de grande réputation et voir échanger des fois avec eux, c'est formidable. C'est incroyable pour eux. Ça donne envie aussi peut-être pour ces jeunes de continuer. Ça peut leur donner envie de continuer dans le tennis, de s'accrocher parce que c'est pas forcément facile. Non, c'est certain, mais cependant, ce sont tous de joueurs de club qui sont sélectionnés. Donc on ne peut leur souhaiter que de progresser et pourquoi pas dans un temps à venir d'être ici en tant que joueur et prôner effectivement leurs compétences, leurs valeurs tennistiques ici à Roland-Garros. Merci beaucoup Norbert Rampolla. Je vous laisse. Je crois que vous allez voir Rafael Nadal jouer sur le court Philippe Chatrier. Absolument. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à vous. Le plateau a été enregistré la veille du match de nos 2 Yvelinois. Malgré une belle résistance dans le deuxième set, les 2 sportifs du département qui bénéficiaient d'une wildcard, Florian Lacatte et Arthur Ridderneck, se sont finalement inclinés à mercredi dernier dès ce premier tour contre la paire australo-georgienne John Millman, Nicolas Basilashvili. Le score 6-3, 3-6, 7-5. Ils retenteront de revenir l'année prochaine du côté de la Porte d'Auteuil. Du tennis, mais cette fois-ci de table tout au long du week-end. La ville de Guyancourt a organisé le tournoi de la Balle d'Or. Plus de 400 pongistes se sont affrontés sur 32 tables au gymnase des droits de l'homme. Parmi eux, 9 joueurs en situation de handicap. Une première pour le tournoi qui a créé une nouvelle session pour qu'ils puissent participer à affronter des valides. On écoute la présidente du comité de tennis de table des Yvelines au micro de Camille Lambert. On a créé un tableau fauteuil, ce qu'on appelle un tableau assis, et un tableau debout.
On n'a pas l'habitude de les voir comme ça dans une épreuve départementale, donc c'est ça qui est sympa, c'est montrer un petit peu à tout le monde ce qu'ils sont capables de faire, et puis de voir que finalement c'est pas si facile de jouer contre eux, parce qu'ils ont d'autres méthodes de jeu, et ils savent aussi embêter leur adversaire. Multisport à présent, c'est devenu une tradition. Le trophée des entreprises s'est déroulé jeudi 31 mai entre le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et l'île de Loisirs. Une course contre la montre destinée aux acteurs économiques et administratifs du territoire. Plus de 600 participants ont donc participé à cette 11e édition. Un reportage de notre trio Nicolas Dandry, Camille Lambert et Grégory Canalé. De la course à pied, du golf, du radeau ou encore du VTT. 6 épreuves pour ce 11e trophée des entreprises sur un parcours de plus de 7 km au cœur de l'île de Loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Un défi éprouvant. On a trouvé le radeau assez long quand même cette année. Par rapport à l'année dernière, on ramait du coup toutes les deux avec Sylvie et Pascal derrière qui nous guidaient. Mais ça a été assez long quand même. Les difficultés, je pense que le run and bike à la fin, où il fallait inverser en courant, c'était un peu casse-gueule. Je pense le radeau. Ouais, le radeau. Particulièrement cette année, en fait, c'était le plus physique de toutes les épreuves. Parce que le reste, c'est de la course, donc on court quoi, voilà. Des grands groupes, des PME ou des services de communes du territoire, de nombreuses équipes venues avec leurs supporters pour porter les valeurs du sport et de l'entreprise. Les valeurs du sport, c'est bien sûr être le meilleur, mais en même temps, il y a beaucoup de sports d'équipe où là, il ne faut pas être seulement le meilleur, il faut être celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au groupe. Et en fait, on retrouve cette logique aujourd'hui, donc elle est dans l'entreprise. À quelques mois de la Ryder Cup, cette édition du Trophée des entreprises avait enfilé les couleurs de la compétition mondiale de golf. On ouvre une page golf à présent pour développer la pratique de la discipline vers le grand public. La Fédération française a signé plusieurs partenariats avec des golfs en France avec l'objectif d'augmenter le nombre de licenciés. Un chiffre qui serait aujourd'hui de 410 000. Il y a quelques semaines, le Golf Blue Green a présenté à Rueil-Malmaison son nouveau concept du sport pour tous. Au programme des mini-golfs ludiques, des practices dernière génération et des parcours du combattant pour améliorer sa technique. Un concept qui devrait être déployé sur le golf de Saint-Quentin en Yvelines sur l'île de Loisirs. On écoute le président de Blue Green. Le principe de toutes nos installations est double. Il est d'abord pour les golfeurs de leur permettre d'avoir des installations de meilleure qualité sur lesquelles ils peuvent s'entraîner, mais également à des non-golfeurs de venir passer un moment qui leur donnera des sensations forcément agréables de toucher de balle, de distance et sans doute d'adresse qu'ils ne soupçonnent pas. Parce qu'on considère aussi le golf, et c'est une autre des idées reçues, comme un sport difficile. Donc nous on veut le rendre ludique d'abord et donner envie aux gens d'avoir à le pratiquer. On continue à parler de golf à exactement 115 jours de la Ryder Cup qui se déroulera sur le golf national de Saint-Quentin en Yvelines. TV78 vous propose de découvrir chaque lundi l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, Christophe Mounieza, le DTN de la Fédération française de golf, nous livre l'un de ses meilleurs souvenirs. Regardez. Je me souviens de l'édition de la Ryder Cup de 2002, édition qui s'est jouée sur le parcours du Belfry en Angleterre. C'est une édition qui avait une saveur un peu particulière car c'est la première épreuve de Ryder Cup qui s'est jouée après les événements de 2001. On s'en souvient, la Ryder Cup de 2001 était programmée quelques jours après la tragédie du 11 septembre et évidemment, suite à cette tragédie, les équipes américaines et européennes ont pris la décision de reporter le match. Il n'y a donc pas eu de Ryder Cup en 2001 et l'épreuve a été reportée en 2002. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec la Ryder Cup qui se jouera en 2018 en France, désormais les éditions de Ryder Cup se jouent les années paires et plus les années impaires, alors que la première édition de la Ryder Cup s'est jouée une année impaire en 1927. Donc cette épreuve avait là aussi une dimension un petit peu historique. L'équipe américaine était ultra forte, alors vous me direz comme à chaque fois, mais là c'était vraiment impressionnant, notamment avec Tiger Woods qui était au top de sa forme, ou Phil Mickelson qui lui aussi faisait figure de favori.
Et l'équipe européenne, emmenée par Sam Torrance, avait en face d'elle un gros morceau à avaler contre cette équipe américaine. Et c'est, comme bien souvent sur le parcours du Belfry, que de nombreux matchs se sont dénoués sur le trou ultime, le trou numéro 18. Il y a notamment eu une sortie de bunker rentrée de Paul Heisinger, le joueur américain, pour égaliser un point. Et de la même manière, un match homérique de Colin Montgomery qui était allé chercher un point. Et alors que les Européens étaient au coude à coude avec les Américains dans les simples, ils ont dans la deuxième partie, dans le dimanche après-midi, réussi à prendre l'avantage. Et je me souviens parfaitement du point, du demi-point qui a été ramené par Paul McGinley. À l'époque, il était joueur de Ryder Cup avant d'en être le capitaine quelques années plus tard. Ça s'est passé sur le green du 18. Il a rentré un putt de 6 mètres pour s'imposer, pour marquer ce point de la victoire. Et l'équipe européenne a envahi le green aux côtés de l'équipe américaine. C'était une victoire non pas inespérée pour l'équipe européenne, mais en tout cas c'était véritablement une victoire avec panache qui s'est inscrit dans cette période qui a marqué un petit peu la suprématie de l'équipe européenne contre l'équipe américaine. On poursuit ce magazine par du cyclisme. Ce samedi 9 juin se déroulera la 15e édition de la Monticyclo au départ du centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Pour nous parler de ce rallye cyclo-touriste, nous recevons en plateau Alain Léveillé, vice-président du VCMB Cyclo, le responsable de l'organisation François-Xavier Chamoire et Gilles Nédélec, le président. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors j'imagine que vous avez hâte, Alain Léveillé, que tout commence. Bien sûr, c'est une grosse organisation qu'on organise, donc c'est la 15e édition, qui présente un investissement logistique important avec près de 50 bénévoles. Vous mettez combien de temps à préparer l'événement ? Disons qu'il y a au moins 3 mois de préparation. Donc comme on accueille 500 participants, comme l'année dernière, donc ça nécessite toute une logistique pour assurer les ravitaillements. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la Monticyclo, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, la Monticyclo, c'est une randonnée à vélo qui s'adresse aussi bien aux licenciés de la Fédération française de cyclotourisme ou de cyclisme, mais aussi aux non-licenciés. Pour justement permettre à tout le monde d'y trouver son compte, on propose 3 parcours. Un parcours de 100 km, un autre de 150 et un troisième de 200. Pourquoi, justement, proposer plusieurs parcours ? Pour satisfaire déjà les goûts de tout le monde. Alors, le 200, ça s'adresse plutôt aux habitués, ceux qui sortent régulièrement. Donc là, on leur propose de venir tôt, de partir entre 6h et 7h30 du matin. Et puis, ils auront toute la journée pour faire le 200 km. Le 150, c'est là encore pour des gens entraînés. C'est des cyclotouristes qui sortent tous les dimanches, on va dire, qui font au moins la sortie dominicale. Et donc là, eux, ils partiront entre 7h30 et 8h30. Puis pour terminer, pour ceux qui veulent goûter un petit peu à des sorties, un début de longue distance, c'est-à-dire 100 km, c'est quand même un chiffre, eh bien on leur propose de partir entre 7h et 9h. Et puis ils ont toute la journée pour le faire. Et s'ils roulent régulièrement 40, 50 km, ils auront plaisir d'avoir fait cette sortie avec nous. Gilles Nédélec, vous êtes d'accord, il faut avoir de bonnes jambes vraiment pour participer ? Il faut un petit peu d'entraînement, exactement. Mais on n'a pas besoin d'être hyper sportif. Comme le disait François, effectivement, les pratiquants du triathlon, par exemple, sont souvent très présents sur le 200. Et on a notre groupe détente qui, lui, s'est préparé pour le 100 km. Donc depuis 6 mois, ils roulent et ils s'entraînent. Ils s'entraînent, voilà. Alors c'est un événement qui permet d'avoir une visibilité pour votre club. Est-ce que ça débouche forcément sur de nouveaux licenciés ? Alors, au niveau de la Monticyclo, pas obligatoirement, mais on a aussi fait la semaine dernière, ce week-end, une journée porte ouverte féminine qui là va déboucher sur de nouvelles féminines au club. Alors, il faut savoir que Montigny, on est déjà le plus gros club d'Île-de-France, et en féminine, on espère augmenter de 20% suite à notre journée porte ouverte. Et des prix sont quand même remis à la fin de la compétition, Alain Léveillé.
Oui, il y a des lots, des récompenses pour les participants, mais comme il n'y a pas de classement, c'est un petit peu une question, c'est aux questions d'âge et puis un peu des tirages au sort. Plus méritant. C'est au plus méritant, etc. Parce que c'est une épreuve qui n'est pas chronométrée, donc il n'y a pas de classement. Donc c'est la caractéristique, puisque c'est avant tout du vélo de loisir, hein, et il n'y a pas de moyenne à respecter ni quoi que ce soit. Dernière question, vous avez 15 secondes, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire soit sur le site internet en tapant VCMB sur Google, et puis vous tomberez sur le site internet du club et on peut s'inscrire là-dessus, soit tout simplement venir le jour J. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Je rappelle la date aux téléspectateurs. La compétition sera organisée ce samedi 9 juin à partir de 6h du matin au départ du complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. On referme ce magazine par 2 rendez-vous. Une compétition de tir à l'arc sera programmée ce samedi. Les archers de Guyancourt organisent leur traditionnel tir du roi au gymnase des droits de l'homme de 10h à 20h. Plus de 300 compétiteurs sont attendus pendant l'événement. Si vous voulez assister à ce rendez-vous, l'entrée est libre. À Elancourt, ce samedi 9 juin, une trentaine d'associations proposeront des démonstrations et des initiations sportives à l'espace sportif Pierre de Coubertin de 14h à 18h. Au programme découverte des sports collectifs comme le rugby, le football, le handball et le basketball, initiation au sport de combat et aux arts martiaux, à l'athlétisme et au roller hockey notamment. Un village Ryder Cup consacré au golf sera également installé pour tester la petite balle blanche. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.